parce que je trouve qu'on entend encore des énormités aujourd'hui sur cette affaire en disant oui, oui, on aurait dû laisser Mediapro renégocier, on aurait dû... Non, Mediapro, c'est une agence. C'est un broker, donc ils achètent, contrairement à ce que Romer Rores a répété pendant des années, relayé d'ailleurs par Didier Quillot. Romer Rores disait sans cesse, nous ne sommes pas une agence qui achète pour 10 et qui vend pour 12, mais si, c'est une agence qui essaye d'acheter qui achète pour 10 et qui essaye de revendre pour 12. Ce que j'ai appelé dans mon premier livre la Greater Fool Theory, que je me suis permis de traduire en français, trouve un plus con que toi. Donc achète des droits très très chers et puis trouve quelqu'un qui va te les acheter plus cher encore. Donc typiquement c'est le jeu des agences et ça a été le jeu de Mediapro en 2018, en mai 2018 lorsqu'ils ont acquis les droits. Il faut savoir qu'à ce moment-là, vous en avez parlé, Monsieur le Président, le contexte au niveau des agences, au niveau mondial est dingue. On est au sommet de la bulle, il y a une concurrence incroyable entre toutes ces agences qui sont, pour une grande partie, dopées par l'argent chinois. Il y a donc Mediapro, qui a trouvé son chinois aussi. Il y a surtout MPN Silva, qui va tomber en faillite un peu plus tard, dans la même année, 2018. Donc on est... Et donc, Mediapro a enfin son accord avec son chinois et décide de sortir de l'Espagne, commence par l'Italie, où ils se font jeter dehors, parce qu'ils n'ont pas offert une garantie financière suffisante, contrairement de nouveau au dire de M. Rores. Donc voilà, donc mon point là-dessus, il est essentiel. Mediapro n'est pas Canal+, n'est pas un créateur de chaîne. Mediapro, c'est une agence. J'achète, je revends, et si possible, je fais un bénéfice. Donc, bien entendu, dans leur esprit, à partir du moment où les portes se sont fermées parce qu'ils n'ont pas trouvé le con pour acheter à 12, principalement en raison de l'accord entre beIN et Canal+, qui excluait toute la concurrence du marché de facto. À partir de ce moment-là, il devenait très très difficile à Mediapro de tirer un profit de son achat déraisonnable, puisque c'est quelque chose que j'explique aussi dans mon premier livre, les droits TV en réalité ne valent rien. Ils n'ont pas de valeur faciale. Les droits TV, le prix des droits TV va augmenter parce qu'il y a une concurrence entre les opérateurs pour les acheter. C'est le seul facteur et le seul critère qui détermine 95% de la valeur des droits. Les contreparties, donc, pour CVC, comme je l'ai dit, carrément inconnues au départ. Aujourd'hui, ce qu'on apprend renforce quand même le sentiment qu'il s'agit d'un très mauvais deal. Quand on apprend que ce nouvel actionnaire à 13%, d'abord a un pouvoir de gouvernance énorme, qu'il se fait payer sur le chiffre d'affaires, non pas sur le profit de la société, mais sur le chiffre d'affaires de la société, ce qui est quand même du jamais vu, et en priorité, avant tout le monde. Troisièmement, qu'on apprend que ce deal est à vie. Bref, tout ça n'est... Enfin, on se demande même comment un tel deal est possible, tellement il est à l'avantage d'une seule partie. L'accord avec CVC est à long terme, et on pourrait même dire à très long terme, puisque le deal est sans limite de durée. Un recours, est-ce que la Ligue avait une autre possibilité, et c'est une question qu'on a déjà posée, avec un recours à l'emprunt, était-il possible et préférable que celui de s'engager avec ce fonds d'investissement ? Alors, sur les objectifs et sur les motivations de ce deal, bon, de nouveau, ce qu'on entend, c'est que, voilà, on a eu le triple tsunami, Mediapro, Covid, je sais plus le troisième, et donc nos clubs vont tomber en faillite, et donc il nous faut de l'argent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les clubs ne tombent pas en faillite. Les propriétaires sont souvent là, ou presque toujours là, pour remettre au pot quand il faut remettre au pot.
Donc, chercher de l'argent, après, s'il faut vraiment de l'argent parce que les propriétaires en ont marre de remettre au pot, ok, on peut le comprendre. Après, effectivement, il y a un choix entre l'emprunt et l'ouverture du capital. Voilà, ici, on a été à fond les ballons, on va dire, vers l'ouverture du capital. Voilà, ce sont des choix, malheureusement, c'est pour un gain de cash à court terme, on hypothèque dangereusement l'avenir. Alors c'est une question que beaucoup se posent, hein, parce qu'il y a quand même eu CVC est très actif dans le sport, mais il y a eu d'autres fonds. Tout ça est encore un peu jeune, malheureusement, que pour tirer des conclusions sur les performances ou non de ce type d'association. Après, on peut quand même déjà tirer quelques conclusions. Il nous a été vendu, enfin pas à moi, mais au club et au public, que l'expertise de CVC allait faire en sorte que les droits TV allaient augmenter. Et CVC a zéro expertise en termes de vente de droits du football. Zéro. Les gens à la Ligue ont beaucoup plus d'expertise dans ce domaine que CVC. Donc ça n'a aucun sens. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur peut-être le manque d'expertise de CVC dans la négociation, c'était une question qu'on pouvait se poser sur pensez-vous que CVC a une plus-value en expertise et en tant que spécialiste des droits TV est de nature à permettre à mieux valoriser donc le championnat français, mais où on est un peu interrogatif, c'est que nous lisons aujourd'hui dans la presse que les discussions au niveau de la société commerciale pour les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 se font avec un fonds qatari. Ils se font avec des entretiens qui sont faits par le président de la Ligue, lui directement, avec le président de Beansport, qui est aussi le président du club qui bénéficiera le plus des droits internationaux, avec aussi l'émir du Qatar et tout ça se déroulant à l'Élysée. Et voilà, donc lorsqu'on voit que, comme vous l'avez rappelé, que les droits internationaux iront au même club qui est aussi propriétaire du Qatar, pensez-vous que l'on se retrouve devant un conflit d'intérêts ? Alors, je reviendrai peut-être sur le conflit d'intérêts. D'abord, je voudrais juste peut-être sur les informations que nous lisons aujourd'hui sur le potentiel intérêt de beIN et du Qatar. Je peux vous dire que si beIN était intéressé, ils auraient signé depuis longtemps. Donc, est-ce qu'on a là une sorte d'agitation pour mettre de la pression? On répète que le président Macron, etc. Enfin bon. Est-ce qu'on a là une sorte de pression via la presse sur beIN, justement? Peut-être. En tout cas, je le répète, si beIN avait voulu, si beIN était intéressé par ses droits, ils auraient déjà signé depuis longtemps. Je vais revenir un instant sur l'expertise de CVC. Pour moi, la meilleure preuve de ceci, c'est que dans la procédure actuelle, qui a démarré donc à l'automne 2023, on a assisté à deux erreurs énormes. Énormes. La première, c'est cet appel d'offres qui a été organisé de manière extrêmement tardive. Septembre 2023. Lorsque Vincent Labrune annonce ça, je pense qu'on est en décembre 2022. Tout le monde sait, dans notre business, que si vous voulez vous ménager dans un marché qui est pas extrêmement propice pour le moment, si vous voulez vous ménager des options, des portes de sortie, il faut du temps. Ce que d'ailleurs la Ligue a toujours fait avant. Mediapro en est le meilleur exemple, puisque cet appel d'offres était en mai 2018 pour une saison qui démarrait en août 2020. Or ici, nous avons un appel d'offres en automne 2023, alors qu'il y avait toute la latitude de le faire avant, en tout cas, selon moi. Donc pour moi, énorme erreur, puisque après ils se sont retrouvés à Cuya avec un appel d'offres infructueux. Appel d'offres qui a été infructueux pour la deuxième erreur
gigantesque. Dans tous les appels d'offres, les ligues, les ayants droit, comme on les appelle, insèrent ce qu'on appelle un prix de réserve. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez vos droits aux enchères, le mieux disant, il a dit 100, et la Ligue dit oui, mais moi je voulais vendre mes droits à 200. Donc prix de réserve égale 200. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vendrai pas en dessous de 200. Ici, la Ligue a fait quelque chose de jamais vu, de tout à fait original, et a remplacé ces prix de réserve parce qu'ils ont appelé des mises à prix. Et donc, il n'était pas permis de faire offre en dessous de ces prix. Donc, sachant que les mises à prix étaient délirantes, puisqu'elles devaient normalement conduire au milliard, je pense qu'on était sur le 1, 2 à 500 et 200, plus ou moins, il était absolument évident que jamais il n'aurait une offre qui atteigne ces mises à prix ou dépasse ces mises à prix. Deuxième erreur gigantesque. Et de nouveau, là, ils ont perdu un temps incroyable. Parce que quand vous faites un prix de réserve, et donc vous avez, comme dans mon exemple, les offres à 100, ben vous démarrez vos négociations avec des offres qui existent. Tandis qu'avec les mises à prix, vous démarrez avec rien. Vous démarrez avec rien, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû aller chez DAZN, en demandant à DAZN, est-ce que vous voulez bien nous faire une offre? Oui, et puis DAZN, on sait très bien qu'ils sont experts comment on va dire, pour ne pas dépenser trop d'argent, et donc ils ont dû conclure, enfin de nouveau, si on croit ce qu'on lit dans la presse, ils ont dû conclure à une voie sans issue pour DAZN. Deux erreurs fondamentales. Si CVC avait vraiment cette expertise, ces erreurs n'auraient pas été commises. Il reste des zones d'ombre. En général, les fonds d'investissement qui investissent dans le sport n'aiment pas trop dévoiler la structure décisionnelle, la structure de vote dans les organes décisionnels de type conseil d'administration, etc. Parce que effectivement, c'est souvent à leur avantage. Là où ils aiment le secret aussi, c'est sur la nature des protocoles d'exit, entre guillemets. Donc, lorsque le fonds d'investissement, le private equity, entend faire fructifier son investissement en vendant. Est-ce qu'il y a des protections? Est-ce qu'il y a des protections pour la Ligue? Est-ce que le fonds a la liberté de vendre à qui il veut? Tout ça, on n'en sait rien. Peut être préoccupant aussi, on ne sait rien de l'identité des investisseurs. CVC, c'est juste en fait entre guillemets un intermédiaire. C'est ce qui investit l'argent d'investisseurs, par exemple de fonds de pension, à l'intérieur de ces différents projets. Donc, leur a été posé la question à ces fonds, tiens, est-ce que vous connaissez les vrais investisseurs et les fonds comme CVC et même d'autres qui ont investi dans ce type de joint venture sportif n'ont pas répondu, ne répondent pas, même si bien sûr ils connaissent. Ce qui peut être préoccupant, c'est que deux fonds, dont CVC, apparaissent comme étant des filiales d'un fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. La mèche lente peut déjà, on va dire, provoquer l'explosion, l'explosion cette année. Si les droits se situent, comme moi je le prévois, autour de 600 millions, droits de totaux, domestiques plus internationaux, sachant que CVC va ponctionner non seulement 13% de ces 600, mais 105 millions des 2 saisons précédentes, il ne va plus rester grand-chose pour les clubs si on est... Et donc là, c'est maintenant. Voilà. Oui, mais Mediapro et CVC, parce que tout est dans tout réciproquement, manifestement, et l'intervention de M. Mas ne rassure pas énormément sur la maîtrise du dossier, ou est-ce que l'absence de maîtrise est une stratégie assumée? Parce que là, quand on vous lit à travers les lignes, on vous écoute, et à travers les lignes aussi, on a l'impression que la résilience liée au poste à Mediapro n'est pas tout à fait au rendez-vous comme cela aurait dû être le cas. Donc ma question est la suivante, ou mes questions sont les suivantes. Donc, vous avez été très, très critique par rapport à la gestion, à la gouvernance de la Ligue.
avec beaucoup de diplomatie, hein, je le note, mais quand même très, très critique. Pensez-vous donc que la Ligue a pris les mesures nécessaires en termes de gouvernance et de transparence pour ne pas renouveler avec CVC les erreurs du passé? Je dirais que après s'être fait rouler par une agence en 2018, eh ben, aujourd'hui, le foot français se fait rouler par un private equity, par un fonds d'investissement. Toujours sur la société commerciale, son plan d'affaires prévoit un doublement donc, des droits audiovisuels sur la durée de la décennie 2020-2030. Ceci passerait donc d'environ 800 millions à 1,6 milliard d'euros, grâce notamment à une forte augmentation des droits internationaux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et compte tenu de ce que vous savez de l'évolution, mais vous l'avez un petit peu déjà évoqué, des droits sportifs, cette hypothèse vous paraît-elle réaliste? Non. Aussi simplement que ça, non. Alors, bon, mais il y a plusieurs facteurs qui étayent cette position. J'ai parlé du piratage, hein, qui est un fléau dont tout le monde, enfin, dont les acteurs essayent de cacher le développement, mais qui est très présent. De l'autre, c'est qu'on voit de moins en moins d'aventuriers de type Mediapro, Altis, BT en Angleterre, les agences ont fini. Donc il y a de moins en moins de cow-boys. Les GAFA, dont les ligues attendaient énormément, sont extrêmement prudents. L'exemple d'Amazon, évidemment, qui est celui qui investit le plus dans le foot européen, Amazon est très 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 radin, est très intelligent, très voilà. DAZN, qui est finalement le seul acteur ambitieux qui reste au niveau européen, et DAZN, ils ont 6 milliards de dollars de pertes cumulées. Donc les ligues qui aujourd'hui font un accord avec DAZN signent en tremblant. La survie de DAZN ne tient que à son propriétaire, qui est Len Blavatnik, un des 3 hommes les plus riches d'Angleterre. Le jour où lui décidera de plus remettre au pot, DAZN sera terminée. Alors, ça, ce sont des questions très intéressantes parce qu'elles concernent le consommateur. Je répondrai d'abord sur les règles européennes. Et ça concerne la vente collective. On peut quand même se demander pourquoi le sport fait exception et est autorisé à vendre ses droits de manière collective, créant des monopoles qui ont quand même pendant des décennies abusé de leur pouvoir, et ce qui a eu pour conséquence de faire payer plus cher le consommateur. Aujourd'hui, et finalement je l'écrivais déjà dans mon bouquin en 2018, aujourd'hui la grande chance pour le consommateur, c'est que le pouvoir est de son côté. Et pourquoi le pouvoir est de son côté? Par le piratage. Le consommateur français est sans doute celui qui a été le plus bousculé, sollicité pour changer de boîte d'abonnement, pour espérer pouvoir voir tout le football, payant de plus en plus cher. Il y a trois domaines où la solidarité a été fortement ébréchée. J'ai parlé des droits internationaux, qui donc ne sont plus distribués qu'entre les clubs participants à des clubs. C'est unique en Europe. Hein. En Europe, le dernier de la Première Ligue, il touche sa part de droits internationaux. Hein. Et idem en Allemagne, idem en... Je parle de la Première Ligue parce que là, il y a beaucoup d'argent. Deuxièmement, on l'a dit, sur le partage du cash de CVC, là aussi, on a des choses qui semblent, en tout cas pour le quidam, aberrantes. Il faut savoir aussi que sur les droits domestiques, une répartition beaucoup plus avantageuse pour les gros clubs a été prévue si les droits dépassent 700 millions d'euros. On pense qu'on n'y sera pas, mais enfin, entre 700 millions et 1 milliard d'euros, il n'y a plus de part fixe pour chaque club. Donc ça rapporte plein pot aux gros clubs. Donc oui, on ne peut pas parler de ruissellement. C'est une vue extrêmement élitiste.
Enfin, il y a deux choses. Il y a la vue élitiste au profit des meilleurs clubs. Et puis, effectivement, il y a le PSG qui est hors catégorie et qui, comme on l'a déjà dit, est sans doute le seul qui n'a pas besoin d'argent. Donc, et je pense que c'est ici que Vincent Labrune a parlé de ça quand on lui parlait de l'exemplaire solidarité du football professionnel anglais. Et il a dit quelque chose que j'ai trouvé assez vrai, en fait. Il a dit, oui, si on a plein d'argent, on va être super solidaire comme eux. Parce que c'est le cas, effectivement. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de la répartition des droits domestiques au-dessus de 700 millions, oui, voilà, on est plus, je veux dire, au moins haut sont les droits, au moins il y a de solidarité. C'est terminé. Les grands clubs, à ce moment-là, deviennent beaucoup plus agressifs, disent que le spectacle c'est nous et veulent la plus grande part des recettes. Il faut pas non plus idéaliser le système anglais. Les droits internationaux ont déjà été revus au profit des grands clubs. Mais c'est vrai que sur le papier, tout le monde a sa chance, sachant quand même que le top 6 des clubs les plus riches est largement au-dessus du reste. Et que voilà, on risque d'assister encore au 4e titre de City consécutif. Donc n'idéalisons pas non plus le système anglais, je voudrais dire. J'allais vous poser, comment ça va se terminer tout ça? Vous nous dites les droits télévisés, on va sortir à 600 millions, enfin c'est votre estimation. Il faut payer CVC, enfin la part de CVC, les 13% sur les 2 années antérieures, puisqu'elles n'ont pas été acquittées, c'était prévu dès le départ. Comment ça se termine tout ça? Alors oui, on pourrait... Moi je pense qu'au niveau des droits télé, il pourrait y avoir un vrai risque. Comme je l'ai dit, les droits TV, ils ont pas de valeur. Donc si on ne trouve pas de télé pour mettre de l'argent, mais ça vaut rien. Il se pourrait qu'un jour les droits télé ne valent rien. Aujourd'hui, c'est même pour des compétitions moins prestigieuses que le football, c'est l'inverse. Elles doivent payer pour passer à la télé. Donc ça arrive. Il suffit de regarder ce qui est arrivé au basket ici en France. C'est une vraie catastrophe. À partir de ce moment-là, donc qu'est-ce qui va se passer? Je reviens sur les droits télé. Canal+, je prends l'exemple de Canal+, qui pourrait être celui de Sky en Angleterre ou de Mobistar en Espagne. Ce sont des opérateurs historiques qui ont encore une grosse base d'abonnés. On le sait, ce sont des abonnés, ils ne sont pas jeunes. On pense savoir aussi que les jeunes ne payent pas. Un jour, est-ce qu'on trouvera encore des gens pour payer un abonnement à une chaîne à péage? Ou est-ce qu'on va se diriger vers, Olas l'avait mentionné, le Spotify du sport, c'est-à-dire que je vais avoir toutes mes compétitions sportives sur mon écran pour 10-15 euros par mois. Mais ça équivaut à dire que les 3DV ne valent plus rien. Hein, bien sûr, si on doit distribuer ça entre tous les acteurs, il n'y aura plus rien. Après, s'il n'y a plus de 3TV, les joueurs joueront en étant payés 50% en moins, il n'y aura pas de problème.